Mesdames et messieurs, vous qui suivez Alkouma TV, nous sommes dans les locaux de l'inspection régionale des eaux et forêts et chasse pour un entretien exclusif avec le maître des lieux. Je vous nomme le colonel Dame Diop. Colonel, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Nous vous remercions pour cet accueil chaleureux et exceptionnel en prélude à cet entretien exclusif que vous avez bien voulu accorder à la télévision régionale Alkouma TV. C'est nous qui vous remercions pour l'intérêt que vous portez au service que nous dirigeons au niveau de la région de Tambacounda. Donc nous souhaitons la bienvenue et espérons que l'entretien se passera dans de bonnes conditions et serait quand même un intérêt pour toute la région et la gestion des ressources naturelles. Merci. Nous allons commencer cette interview par naturellement une question d'actualité. Il y a quelques jours, vous avez organisé un CRD présidé par le gouverneur des régions où il a été dit que les feux de brousse entre octobre et novembre ont détruit plus de 16 000 hectares. Alors, la question est de savoir, n'est-ce pas, ça devient inquiétant, les désastres liés aux feux de brousse. Je dois d'abord peut-être corriger cette information parce que c'est le bilan de l'année passée, de la campagne 2023-2024 qui a été présenté d'abord en prélude donc de ce CRD dont vous faites allusion. Et de ce point de vue, pour la campagne 2023-2024, il a été constaté sur l'ensemble de la région effectivement 209 cas pour une superficie de 16 400 et quelques hectares donc brûlés. Okay. Donc c'est ce bilan-là qui a fait en tout cas l'objet de discussion au niveau de ce CRD. Maintenant, pour la présente campagne, nous sommes d'abord à la période de mise à feu précoce. Donc même les superficies que nous enregistrons, nous les versons donc dans la corbeille donc des feux précoces. Qu'est-ce que c'est qu'un feu précoce? Les feux précoces, donc, c'est les feux qu'on met quand, par exemple, l'herbe est à moitié sèche. Ce qui fait que la violence est moins forte et réduirait donc les effets néfastes donc des feux tardifs qui viendraient. Donc, au début de la campagne, chaque président de conseil départemental prend un arrêté pour fixer la période de mise à feu précoce. Et ces feux précoces sont généralement mis sur les axes où peuvent prendre départ les feux de brousse, mais également sur des points névralgiques où nous enregistrons fréquemment des cas de feu. Donc c'est juste pour réduire en tout cas les effets des feux qui viendraient après la période de mise à feu précoce. Mais vous conviendrez avec moi que 16 000 hectares de forêt brûlée, c'est inquiétant. C'est effectivement énorme parce que l'idéal pour le service des eaux et forêts, c'est d'avoir 0 hectare brûlé, ce qui pourrait être une utopie également. Mais comparé à la superficie totale de la région, nous pouvons dire que c'est une superficie quand même vaste, mais également raisonnable. Parce que si on prend seulement la superficie des 23 forêts mises en aménagement, on est autour de 1 million d'hectares. Donc si on perd 16 000 hectares, effectivement c'est énorme, puisque l'objectif c'est d'avoir 0 hectare brûlé, mais à l'impossible également, nul n'est tenu. Donc je pense que c'est à ce titre-là que l'interprétation devrait faire par rapport à cette superficie. Alors, à votre avis, quelle est l'origine de ces feux de brousse? Les origines sont diverses. Bon, il y a la transhumance qui est souvent indexée comme cause principale, mais également il y a la récolte de miel, l'utilisation par les producteurs, les agriculteurs du feu dans la préparation des champs, et même pendant les récoltes d'arachide, fréquemment on voit des départs de feu issus des champs où les jeunes ensuite s'adonnent aux grillades d'arachide, etc. Donc tout ça, donc c'est des effets. Il y a également les bergers qui séjournent longtemps dans les forêts et qui utilisent le feu également. Il y a les fumeurs inconscients, il y a également les échappements de voitures parfois
qui roulent, ou bien des véhicules qui sont en panne au bord de la route et dont les apprentis ou chauffeurs utilisent le feu et que ça leur échappe. Tout ça, c'est des causes donc, qui sont notées pour les départs de feux de brousse. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'inspection régionale de Tambacounda, l'inspection régionale des eaux et forêts et chasse de Tambacounda est suffisamment outillée en ressources humaines et en équipement pour faire face à ces feux de brousse? C'est difficile de dire qu'on est suffisamment outillé, mais on a l'essentiel, en tout cas, pour faire de bons résultats. Parce que vous ne l'ignorez peut-être pas, dans les dernières années, l'État a fait d'énormes efforts de recrutement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 3 ans, pratiquement les effectifs au niveau de la région ont connu un dédoublement. Pour les moyens également, des efforts ont été faits. La région est vaste, mais aujourd'hui, on a plus de 12 unités de lutte contre les feux de brousse. Et je crois que 5 ans avant, on était à peu près à 3-4 unités dans toute la région. Donc pour les unités de grande capacité, par exemple 6 mètres cubes, on a au moins 4 unités qui fonctionnent au niveau de la région. Donc je pense que ce n'est pas suffisant parce que l'idéal aurait été d'avoir une unité dans chaque commune. Tout à fait. Mais ceci n'étant pas encore fait, nous avons en tout cas l'essentiel à cause quand même de l'État, des efforts consentis par l'État, mais également par des partenaires qui viennent à l'appui. Et parmi ces partenaires-là, je peux me permettre peut-être de citer SOGEM, qui a eu à acquérir des unités de lutte contre les feux de brousse, comme la direction des eaux et forêts a eu à le faire récemment, et comme également d'autres partenaires projettent de le faire dans les mois ou années à venir. Okay. Alors, est-ce que les collectivités territoriales sont-elles impliquées dans cette guerre contre les feux de brousse? Nous pouvons dire oui. Hein. Peut-être qu'il aurait peut-être dû faire plus, mais nous pouvons constater quand même qu'il y a des collectivités territoriales qui émergent de l'eau. Et je peux citer parmi ces collectivités territoriales, par exemple, le conseil départemental de Koupentoum, qui a récemment fait un important lot de matériel remis à Madame le préfet du département, qui l'a remis au service des eaux et forêts. Donc ça, c'est un exemple que j'ai donné. Je crois qu'à Kolor également, le maire a fait la même chose. Il a acquis des tricycles qu'il a donnés au comité de lutte. Une moto a été acquise également au profit d'un de nos agents. Donc nous pouvons dire qu'il y a des maires donc, qui donnent l'exemple. Et je suis persuadé que les autres également vont suivre la même dynamique donc d'accompagnement du service des eaux et forêts pour ce qui concerne la lutte contre les feux de brousse. Bon, on va quitter les feux de brousse pour parler maintenant du bilan de la campagne forestière 2024 dans la région de Tambacounda. Et on peut connaître aussi les difficultés rencontrées durant cette précédente campagne? Bon, c'est une campagne qui s'est globalement bien déroulée. Pour certains aspects, pour l'exploitation du charbon de bois, par exemple, nous avons connu des taux qui avoisinent les 80% d'exécution des quotas. Par contre, pour le bois artisanal, on a eu quelques difficultés parce que il y avait un retard dans la délivrance des fiches de quotas qui devrait permettre aux exploitants et aux artisans locaux de pouvoir prendre leur permis de coupe. Il y a eu un retard qui a fait que la délivrance n'a pas été faite jusqu'en fin mai, alors que la date butoir, c'est le 31 mai de chaque mois. Et moi, je suis arrivé au 1er juillet et j'ai été confronté par ce problème-là. Les gens ont voulu couper, mais puisque la date était déjà expirée, il fallait que l'autorité supérieure, qui est le ministère de l'Environnement qui avait signé l'arrêté, devrait prendre une note. Mais au même moment, on est tombé dans ce qu'on appelle la période de repos végétatif. À partir du mois de juillet, août, septembre, on se dit que c'est la période végétative et que, en tout cas, les coupes devraient être arrêtées. Ce qui fait que ce quota-là n'a pas été délivré et ça a quand même créé quelques difficultés dans l'approvisionnement en bois au niveau, en tout cas, du marché peut-être même national. Et qu'est-ce que vous avez découvert comme difficulté par rapport à ça?
La difficulté, c'était là. C'est le fait que les gens aient déjà pris leurs fiches sans pour autant avoir leur permis de coupe. Et la difficulté, ils ne pouvaient plus aller couper et ils ne pouvaient plus également, en tout cas, circuler leurs produits pour les amener, en tout cas, au niveau des ventes ou d'utilisation. C'était un peu la difficulté, mais ils ont eu à rencontrer le directeur des eaux et forêts et même le ministre, et une solution est en cours de négociation pour pouvoir, en tout cas, ne plus arriver à une telle situation. Ok. Où en êtes-vous dans la lutte contre la coupe abusive du bois pour endiguer la déforestation? Oui, c'est une question que nous avons prise en main dès notre installation au niveau de la région. Je pense que des efforts énormes ont été faits et les résultats sont vus sur le marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans qui nous disent qu'ils ont des ruptures d'approvisionnement. Ça veut dire que donc nous, on a essayé autant que possible d'amener les gens à comprendre la réglementation, mais également à respecter les dispositions des textes législatifs et réglementaires qui organisent la campagne d'exploitation forestière. Parce qu'il y avait beaucoup d'impréhension. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient dans l'exploitation forestière, mais qui avaient très peu de connaissances des textes qui organisent ce fait. Ça, nous avons essayé autant que possible de le faire, donc en organisant la délivrance des titres d'exploitation, mais également en renforçant la surveillance sur le terrain. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques mois, nous n'avons pas constaté de nouvelles coupes de bois, sauf peut-être un, deux bions transportés sur des tricycles ou bien sur des charrettes. Mais en tout cas, la situation est aujourd'hui sous contrôle et je pense que nous avons même eu des retours de certains maires qui nous ont dit que effectivement le problème est en train d'être pris en main et nous pensons que ça va s'améliorer. Maintenant, nous étions en fin de campagne. L'arrêté est en cours de signature et normalement la prochaine campagne d'exploitation forestière devrait démarrer à partir de début juillet jusqu'au 31 octobre 2025. La coupe abusive est sévèrement punie par la loi. Effectivement, c'est fortement sanctionné. Et je pense que ceux qui ont été pris l'ont payé très cher. Et je pense que ça a été dissuasif. Et aujourd'hui, il y a quand même une attention particulière qui est notée dans ce cadre-là. Quand j'ai dit que découpe, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de coupe, mais en tout cas, l'ampleur a fortement diminué. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, il y avait des stocks de bois qui étaient déjà coupés, qui étaient en forêt. Maintenant, ces bois-là, quand il est vu par le service, des eaux et forêts, fait l'objet de saisie, de confiscation par le tribunal, et nous demandons l'autorisation de notre hiérarchie, donc qui est la direction des eaux et forêts, et si l'autorisation est accordée, ce bois-là peut faire l'objet de vente pour approvisionner d'abord les artisans qui sont au niveau local, et s'il y en a un surplus, l'envoyer au niveau du marché national. D'accord. Alors, on va rester toujours dans la forêt. Colonel, qu'est-ce une forêt aménagée? Quelle est son importance? Il en existe combien dans la région de Tambacounda? Dans la région de Tamba, nous sommes à 26 forêts aménagées, dont 23 pour la production de bois énergie et 3 donc, dont l'aménagement a pour objet de les restaurer. Maintenant, pour revenir à votre question, l'aménagement, c'est juste, en tout cas, l'ensemble des opérations qui sont prises pour une meilleure connaissance de la ressource, mais également pour connaître les possibilités qu'on peut y prélever sans pour autant la détruire. C'est quoi? Par exemple, si on prend une forêt aménagée, on fait d'abord un inventaire pour connaître combien d'espèces il y en a, quel est le potentiel de bois, c'est-à-dire le volume de bois énergie, le volume de bois d'œuvre, etc. Et à partir de cette connaissance de la ressource, maintenant, on peut calculer ce que le taux d'augmentation, pour être très terre à terre, quoi, le taux d'accroissement de la ressource par année. Si, supposons, ce taux est par exemple à 5 mètres cubes,
On dit par prudence, nous, la forêt a la capacité de se régénérer à hauteur de 5 mètres cubes de bois, mais par prudence, on prend 2,5. C'est un exemple que je donne. Maintenant, quand on vient, par exemple, pour la production de bois énergie, on divise la forêt en blocs, parce que le bois énergie, c'est-à-dire généralement les combretacées, le combretum glutenosum, etc., qui est très prisé pour la fabrication de charbon, se régénère en 8 ans. Donc on répartit la forêt en 8 blocs. Et à l'intérieur de chaque bloc, on fait une nouvelle répartition en parcelles de 8. Maintenant, selon les villages riverains de la forêt, on va affecter les blocs par village ou par en tout cas groupe de villages qui ont une certaine affinité socio-logique, par exemple. Maintenant, à l'intérieur de chaque bloc, donc, nous avons 8 parcelles. Si une parcelle est exploitée cette année, on la ferme après, en fin de campagne, et on va vers une nouvelle parcelle. Ce qui fait que quand on fait la rotation, la première parcelle exploitée dans la forêt aménagée s'est régénérée. 8 ans après. 8 ans après. Donc, ce qui fait que c'est un cycle fermé d'exploitation sur 8 ans. Donc, on est en train de faire des prélèvements conformément aux possibilités, parce que le volume d'accroissement est divisé par 2 pour être exploité, mais même dans l'exploitation, on vous dit, si vous trouvez 2 pieds, vous coupez un, vous laissez un. Ce qui fait que donc, c'est une régénération, c'est une exploitation soutenue, en tout cas qui ne détériore pas la forêt. Maintenant, il peut être, par exemple, dans la forêt, des parties qui sont dégradées. Donc, ces parties ne font pas l'objet d'exploitation, mais d'objet de régénération. Et on organise les populations locales en comités villageois, en GIE de bloc. Et ces gens-là, tout en exploitant pour tirer des ressources à la forêt, sont également obligés de faire des efforts de protection, d'abord contre les feux de brousse, mais également des efforts de reboisement et de restauration dans les parties dégradées. Et même au niveau des terroirs, il peut y avoir des actions qui sont menées, en tout cas pour limiter la pression. Par exemple, si on installe des bois de village au niveau du village, on se dit que dès que ce bois-là atteigne l'âge d'exploitation, donc les prélèvements qui sont faits, donc on le fait au profit de la forêt. Parce que les gens, au lieu d'aller prélever peut-être des mètres cubes supplémentaires pour les besoins d'autoconsommation au niveau du village, donc c'est pourquoi on mène non seulement à l'intérieur de la forêt des activités de restauration, de protection, mais également d'exploitation, autant on en fait dans les zones de terroir, en matière de reboisement et en matière d'agroforesterie pour limiter la pression de la population sur la ressource forestière. D'accord, donc c'est important d'aménager une forêt. C'est très important. Avant, on fixait des quotas sans connaître la possibilité de la forêt. Ce qui veut dire qu'on pouvait, par exemple, prélever plus que la forêt ne pouvait donner. Tout à fait. C'est comme si vous avez un compte bancaire qui vous génère des intérêts. Vous ne faites plus de versement, mais vous avez un capital qui est là, qui génère des intérêts chaque année. Si vous voulez préserver le capital, vous ne prélevez pas plus que les intérêts générés annuellement. Et nous, au lieu de prendre les intérêts générés annuellement, on prend la moitié, par prudence. D'accord. Alors, votre prédécesseur à l'inspection régionale des eaux et forêts ici avait annoncé l'aménagement de forêts à Djankemaha. Voilà. Qu'en est-il actuellement? Parce qu'il fut un temps, Djankemaha, il y avait beaucoup d'agressions contre la forêt. Alors, ce qui a incité l'inspection régionale de dire que oui, si on veut vraiment limiter les dégâts, il faut aménager des forêts à Djankemaha. Voilà, c'est dans le département de Bakel. Ou de Goudiri plutôt. Oui. Voilà. Ouais. Effectivement, ça a été le cas. Il faut quand même féliciter l'action de mon prédécesseur, le lieutenant-colonel Gaye, qui également a fait un excellent travail en matière d'aménagement, parce que beaucoup de forêts aujourd'hui ont été aménagées grâce à ces initiatives. Et je pense que ça a été le cas à Djankemaha. Effectivement, le plan d'aménagement a été validé et a même connu un début d'exécution cette année. Mais les taux d'exécution ont été très faibles parce que c'est la première année, c'est normal aussi. Les populations ne se sont pas encore engagées
Il y en a qui n'ont pas encore la culture de production de charbon, etc. Et puisque pour les producteurs locaux, on leur interdit de prendre des surgas, donc forcément le taux ne pouvait pas être ce qu'on attendait. Mais en tout cas, on est en train de continuer la formation, la sensibilisation, mais également la collaboration avec la collectivité territoriale pour la campagne à venir, qu'on puisse vraiment améliorer le taux d'exécution qui est noté au niveau donc, de la forêt aménagée de Diankémakha. D'accord. On va revenir au charbon. Il y a une question qui est préoccupante, laquelle, comment faire comprendre à l'opinion qui croit que l'exploitation du charbon détruit la forêt. Comment faire comprendre à l'opinion que l'exploitation du charbon ne détruit pas nos forêts et qu'elle a un impact aussi bien dans la création d'emplois que de richesses. Ouais. Grâce à l'aménagement, je crois que... Oui, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est vrai que si des gens voient des camions de charbon sortir à chaque fois de la forêt, forcément, celui qui ne suit pas, en tout cas, l'exploitation forestière peut s'inquiéter. Mais cela peut ne pas être le cas, parce que autant le service, la direction des eaux et forêts a comme mission de préserver, de protéger les ressources forestières, autant la direction des eaux et forêts a comme mission de satisfaire les besoins des populations en combustible domestique, en produits forestiers ligneux et non ligneux. Ligneux, tout à fait. Aujourd'hui, selon une étude qui a été menée par le projet et le PERACOT à l'époque, presque à plus de 80%, la satisfaction des besoins en combustible domestique était assurée par les ressources forestières. Imaginez aujourd'hui si on arrêtait brusquement la production de charbon. Quel est le nombre de familles qui a le luxe aujourd'hui de pouvoir cuisiner avec l'électricité ou bien de cuisiner ces 3 repas avec le gaz? Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce qui fait que c'est un mal nécessaire. Peut-être qu'avec l'exploitation du gaz attendu, peut-être qu'on trouverait des énergies de substitution pour en tout cas continuer à préserver, en tout cas à réduire la pression sur les ressources forestières. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un mal nécessaire. Maintenant, comment on peut faire pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas ça qui détruit? Je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le fait d'abord de connaître la ressource, mais également d'appliquer les méthodes d'aménagement pour les espèces qui sont utilisées comme combustible domestique. C'est de faire en sorte que la révolution, le nombre de parcelles corresponde à la révolution de l'espèce et qu'en tout cas, toute parcelle exploitée soit fermée pendant 8 ans pour pouvoir générer naturellement. Et pour cela, donc, beaucoup d'efforts ont été faits, d'abord parce que dans l'organisation même de la gestion des forêts, il y a ce qu'on appelle les comités villageois de gestion de la forêt. Et l'ensemble des comités fédèrent au niveau d'un massif pour devenir un comité intervillageois de gestion de la forêt. Maintenant, à l'intérieur de cette organisation, il y a des gens qui sont chargés de la surveillance, c'est-à-dire du respect des prescriptions techniques préconisées dans les textes réglementaires, donc l'exploitation du charbon de bois. Et toute infraction est sanctionnée. Je pense que si cela est fait, et qu'on évite en même temps de faire la carbonisation hors des massifs, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus autorisé. Okay. L'exploitation du charbon de bois est entièrement domiciliée dans les forêts aménagées. Donc ça veut dire que hors des forêts aménagées, on n'a pas le droit de faire du charbon, sauf si c'est par exemple, il y a un défrichement et que l'individu bénéficie d'une autorisation de carbonisation exceptionnelle. Mais sinon, la production de charbon de bois est entièrement domiciliée au niveau donc, des forêts aménagées. Une autre dérogation perdue, c'est-à-dire si moi j'ai ma plantation et qu'à un certain moment je peux l'exploiter pour faire du charbon, là également la loi vous permet de le faire. Mais au-delà de ces 2 exceptions-là, donc la production de charbon de bois et de combustible domestique est domiciliée dans les forêts aménagées. La vente des feuilles de l'arbre wen voilà, est toujours d'actualité.
Comment faire pour endiguer ça? Oui, c'est une espèce qui est très exploitée. Et puis la réglementation... Je crois que l'espèce est en train de disparaître. L'espèce est protégée, entièrement protégée. Protégée, mais oui, elle est menacée effectivement. Voilà. Et je crois que le Sénégal a fait un excellent travail. Parce que c'est une espèce qui a fait l'objet d'exploitation clandestine, surtout sur la frontière avec certains pays seuls. Certains pays frères, donc ce qui fait que je crois que le Sénégal s'est battu à l'international pour inscrire cette espèce à l'annexe 1 qui permet donc de faire du vin une espèce donc protégée. À l'image du dingo aussi. Voilà. Donc, et ça, maintenant au niveau international, il y a une réglementation qui est très contraignante et qui ne permet plus aujourd'hui, même si vous l'exploitez, de pouvoir l'exporter vers d'autres pays. Je crois que tout ça, c'est des efforts que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement et la direction des eaux et forêts, a fait, et que nous continuons également à travailler là-dessus. Aujourd'hui, dans les quotas alloués pour le bois artisanal, le vin n'est plus une espèce intégralement protégée. Avant, on donnait un quota sur le vin. Donc, dans un souci de protection, aujourd'hui, l'exploitation du vin, même mort, aujourd'hui, est interdite. Maintenant, il y a que son feuillage est très appété par le bétail. Tout à fait. Maintenant, effectivement, il y a des velléités d'élagage, surtout en période de soudure, pour nourrir le bétail. Donc, également, nous enregistrons beaucoup de contentieux en matière d'élagage, mais il faut reconnaître également que dans les zones à vocation pastorale, l'élagage des espèces, de certaines espèces, peut être autorisé pour en tout cas sauver le bétail également, qui fait partie du capital économique de notre pays. Ok. Parlons un peu de la chasse. Elle est très pratiquée aussi, surtout dès l'ouverture de la saison touristique. Comment ce secteur est organisé à Tamba? Je crois qu'il y a beaucoup de campagnes de chasse. La chasse, effectivement, c'est la petite chasse qui est pratiquée. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des opérateurs synergétiques. Ils s'organisent, ils négocient des délibérations avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que la chasse aujourd'hui, sauf la chasse coutumière que pratiquent certaines populations depuis des années. Donc, vous ne pouvez pas faire la chasse sans le faire dans des zones amodiées. Les zones amodiées, donc, c'est des superficies qui sont délivrées au profit d'opérateurs synergétiques. Alors, qui obtiennent une autorisation d'amodiation qui est de la compétence du conseil départemental. Une fois cela est fait, le promoteur peut aller au niveau du ministère de l'Environnement pour négocier un cahier de charges où des clauses sont fixées par rapport à la pratique de la chasse dans la zone où il est, mais également où les prélèvements et les investissements imposés par le cahier de charges doivent être assurés. Maintenant, au-delà de ça, non seulement ça encourage le tourisme, mais également c'est une retombée aussi bien pour l'État que pour les collectivités territoriales qui, à travers donc des plans d'action élaborés en début de campagne avec les collectivités territoriales, en tout cas, amènent beaucoup d'investissements au niveau des collectivités. Tout à fait. Il y en a qui font des dons de médicaments. Il y en a qui organisent des dons de matériel aux écoles. Il y a même des promoteurs synergétiques qui amènent des partenaires qui construisent des établissements. Exactement. Et toutes ces retombées-là, en tout cas, doivent faire l'objet d'évaluation pour connaître l'impact de cette chasse-là au niveau de la région. D'accord. Alors, quel sera l'impact, ou la contribution de l'IREF de Tambacounda dans la mise en œuvre de nouveaux projets, c'est-à-dire le projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, communément appelé SENREM? Oui. Ouais, effectivement, SENREM, c'est un projet sur lequel, en tout cas, l'inspection régionale des eaux et forêts fonde beaucoup d'espoir. Parce que c'est un forêt qui va travailler beaucoup avec nous dans l'aménagement des forêts. Aujourd'hui, nous avons des plans d'aménagement qu'on appelle de première génération qui ont été faits. Aujourd'hui, il est temps en tout cas d'évaluer. Est-ce que l'impact qu'on cherchait à travers les aménagements ont été atteints ou pas? Faudrait-il
mettre de nouvelles règles, ou bien faudrait-il en tout cas évaluer les plans d'aménagement déjà mis en œuvre pour voir leur portée, ou bien s'il y a lieu les corrections à faire. Donc c'est un projet sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Également, déjà cette année, nous avons reçu un lot de matériel nous permettant d'équiper à peu près 37 comités de lutte contre les feux de brousse. Et nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui ce matériel-là dans le cadre comment dirais-je, de la prévention, des activités de prévention de lutte contre les feux de brousse. Aujourd'hui, en une journée, à Bala, on a fait 8 km d'ouverture de pare-feu, grâce à ce matériel qui a été mis en use. Dans le lot de matériel qu'on attend également, il y a des unités de lutte contre les feux de brousse et d'autres matériels nous permettant donc d'ouvrir des pare-feux. Donc c'est un projet sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. D'accord. Alors, les menuisiers tirent leur matière première dans la forêt. Comment l'inspecteur régional des eaux et forêts que vous êtes réussit-il à satisfaire la demande des menuisiers sans détruire la forêt? Et souvent même il y a des polémiques, c'est le principe de l'exploitation des querelles entre vous. Voilà, c'est le principe de l'exploitation forestière. Hein. Je pense que je l'ai dit tantôt, que l'une des missions du service des eaux et forêts, c'est de satisfaire les besoins des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux. Et les ressources sont également nationales, c'est connu partout. Chaque région apporte ce qu'elle a, et c'est ça qui fait le Sénégal. En discutant avec les menuisiers sur cette question, parce que pour eux, il n'était pas question que le bois sorte de la région alors qu'eux, ils n'ont pas de carte. Bon, je le taquinais en disant que si Fatigue et Kaolack disaient que leur sel ne venait plus à Tamba, que seront nos repas au niveau de la région? C'est juste pour dire que, donc, je pense que la direction des eaux et forêts est consciente qu'il y a un besoin local qu'il faut satisfaire. Et c'est pour cette raison que dans les allocations des ressources, la chambre des métiers est privilégiée. Okay. Aujourd'hui, il y a des régions qui sont complètement fermées à l'exploitation forestière, mais pour Tamba, on dit qu'il y a une allocation pour les artisans locaux. Et puisque nous travaillons avec des structures qui sont agréées, ou bien en tout cas qui sont connues par l'État, nous passons par la chambre des métiers pour atteindre tous ces menuisiers. Et je pense que récemment, toutes les saisies qu'on a faites dans le département de Tambacounda, on a privilégié donc l'approvisionnement des menuisiers qui sont à Tamba. On a discuté et je pense qu'il y a même des groupes qui sont repassés pour nous dire merci parce que vous nous avez permis en tout cas de régler une situation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est les mesures supplémentaires qui sont prises en tout cas pour corser la lutte contre la coupe de bois illicite. Ça a joué un peu sur l'approvisionnement donc des menuiseries et des scieries qui sont dans la ville. Forcément, ça fait graisser des dents, mais également, on ne peut pas permettre aux gens d'exploiter dans la clandestinité. Nous sommes en fin de campagne, bientôt une campagne sera ouverte, un quota sera alloué à ces artisans-là, et ceux qui voudraient travailler devraient pouvoir le faire sans aucun problème. Sans aucune difficulté. Alors, parlez-nous un peu de la journée de reboisement 2024 et quelle est la vision du nouveau ministre de l'Environnement et de la transition écologique? Jusque-là, on parlait du ministre de l'Environnement et de la protection de la nature. Mais maintenant, même l'appellation a changé, peut-être que la vision aussi. Parlez-nous de la journée et de la vision du ministre, le professeur ou docteur Daouda Ngom. Oui. Mais effectivement, nous sommes au début d'une alternance, donc forcément des changements politiques, mais tout va donc dans le sens de la protection et de la restauration des ressources pour pouvoir satisfaire en tout cas l'ensemble des demandes par rapport à ce secteur-là. Et je crois que le ministre que je remercie au passage est venu avec beaucoup d'ambition. Et je pense que les premiers actes qui ont été pris montrent qu'il y a une dynamique, en tout cas sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu cette année autour donc, du reboisement, en tout cas tous les secteurs d'activité. Il y a beaucoup d'associations qui sont spontanément venues vers nous, en tout cas pour nous dire que nous avons, nous voulons travailler, nous voulons un accompagnement, en tout cas pour mener des actions.
Et eux également, comme vous le dites, je pense que dans un contexte de changement climatique également, nous avons adapté nos approches. Et c'est dans cette dynamique que le ministre nous a mis. Pourquoi il parle de transition écologique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les activités que nous menons en rapport avec les ressources puissent s'adapter également au contexte de changement climatique? C'est-à-dire comment faire pour préserver nos ressources, pour qu'ils puissent jouer leur rôle dans le cadre de la résilience qu'il faut assurer au pays, mais également comment faire pour mobiliser en tout cas toute la société autour en tout cas du reboisement et de la protection des ressources forestières. Je crois que c'est dans cette dynamique-là que nous travaillons. Nous faisons partie en tout cas des premiers services de développement qui ont adopté l'approche participative. Et nous travaillons dans cette dynamique. Et cette année, vous avez même vu le ministre s'est dit, il faut mettre l'accent sur les fruitiers. Les arbres fruitiers comme... Les arbres fruitiers. Je crois que l'arbre choisi cette année, c'était la mangue. C'était le manguier. Le manguier, Également, ça a été une occasion de communication. Ça a été tenu à Kotiari le 4 août 2024. Et je crois qu'il y avait une très forte mobilisation. Et les discours et les engagements qu'il y a eu lieu montrent en tout cas une nouvelle dynamique qui est impulsée par les nouvelles autorités qui en tout cas également prêtent beaucoup d'attention à la coupe de bois dont vous avez fait allusion tout à l'heure. D'accord. On ne peut pas parler de reboisement sans pépinière. Comment se portent vos pépinières, vos différentes pépinières dans la région de Tamba? Bon, nous sommes vers une nouvelle production. Hein. Nous commençons généralement en janvier pour terminer la campagne à partir du mois d'août où nous mettons à la disposition des populations les besoins en plan pour la campagne de reboisement. Maintenant, il y a toujours des reliquats qui sont élevés en haute tige. Mais en tout cas, nous étions dans la période de basse production parce que on était sorti de la campagne de reboisement. Aujourd'hui, seulement on a fait des distributions de matériel de pépinière pour pouvoir démarrer dès janvier, en tout cas le rempotage pour la nouvelle production. Donc on va démarrer dans... Il y a combien de pépinières à Tamba? Nous sommes nombreux dans chaque brigade. Donc l'année passée, on avait 52 pépinières en régie, sans compter les pépinières privées et les pépinières communautaires et scolaires. Okay. Donc, vous dire que donc il y avait une forte production parce que sur une production de 1 500 000, on était à 1 million, un peu plus d'1 million de plants mis à la disposition des populations. Je pense que c'était une production assez appréciable et cette année, nous comptons faire plus. D'accord. Tambacounda, ville verte, est le rêve du maire de Papa Bandé, qui travaille sur ce projet d'ailleurs avec l'inspection régionale des eaux et forêts que vous dirigez. Alors, concrètement, quelle sera la partition de l'IREF de Tamba pour que la ville de Tambacounda soit une ville verte? Non, je pense que la question devrait être posée au maire qui est porteur du projet. En tout cas, nous manifestons... mais il ne peut pas le réaliser sans vous. Oui, nous manifestons notre intérêt et notre accompagnement. Je pense que ça ne poserait aucun problème, mais ce serait difficile pour moi de parler à la place du maire de ce projet-là. En tout cas, il nous a déjà contactés. Est-ce que vous êtes impliqué dans la mise en œuvre? Parce que ne serait-ce que les plans, c'est l'institution régionale qui donne les plans. Oui, effectivement. Cette année, on a donné beaucoup de plans. Il y avait même un projet de convention pour formaliser notre relation. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'a pas encore été signé. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas trop nous avancer là-dessus. Mais en tout cas, nous, avec ou sans convention, on est déjà prêts pour accompagner toute initiative de reboisement. Alors, le mot de la fin du colonel Dame Diop. Voilà, le mot de la fin, c'est de remercier en tout cas notre hiérarchie, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, mais également le directeur des eaux et forêts chasse, sous la tutelle duquel nous travaillons. Mais surtout remercier aussi l'équipe de l'inspection régionale des eaux et forêts de Tamba. Tous vos collaborateurs. Un excellent travail. Les gens sont de jour comme de nuit dans la forêt, en tout cas pour lutter contre l'exploitation illicite, mais également pour lutter contre les feux de brousse, malgré quand même quelques difficultés que nous rencontrons parfois par rapport à la disponibilité des moyens.
Donc c'est une équipe, je les encourage. En tout cas, nous apprécions énormément ce qu'ils sont en train de faire de leur point et nous sommes prêts en tout cas à les accompagner pour que les missions qui sont attendues ne puissent être atteintes. Et vous remercier, monsieur le directeur, mais également remercier votre organe Alkouma FM, et Alkouma TV. Radio, en tout cas, voilà, Alkouma TV, donc, qui fait un excellent travail dans la région. Merci. Parce que vous nous donnez aujourd'hui l'occasion, en tout cas, de communiquer avec le grand public. Et nous pensons que donc cette émission-là, en tout cas, va réveiller les ardeurs pour que ensemble nous puissions non seulement lutter efficacement contre la coupe de bois, mais également travailler étroitement pour en tout cas la promotion de l'aménagement en attendant de pouvoir trouver des énergies de substitution à divulguer en tout cas auprès de toute la population. Donc, merci colonel Dame Diop, colonel et inspecteur régional des eaux et forêts et chasse de la région de Tambacounda, qui a bien voulu nous recevoir ici dans son bureau pour cet entretien exclusif qui sera diffusé aussi bien sur Alkouma FM, Alkouma TV et sur nos plateformes digitales. Merci et à la prochaine fois.